À mes 18 ans, j'ai légalement abandonné le nom de mon père après 12 ans de ses vaines promesses et de la cruauté de ma belle-mère, qui m'a même dit que je n'étais pas sa fille. Une fois le changement officiel, j'ai envoyé à mon père une dernière lettre. Les 3 mots qu'elle contenait l'ont brisé. Je m'appelle Nathalie et j'ai 18 ans. Le jour de mes 18 ans, je suis entré dans un palais de justice, j'ai payé 150 € et j'ai légalement effacé le nom de famille de mon père de tous les documents que je possède. Il a quitté ma mère quand j'avais 6 ans, a épousé une femme qui a passé 12 ans à me faire comprendre que je n'étais pas à ma place, et a brisé chaque promesse qu'il m'avait faite. À ma remise de diplôme, sa femme a dit quelque chose de si cruel, juste devant tout le monde, que cela aurait dû me détruire. Ça ne l'a pas fait. Cela m'a libéré. Après que le juge a signé l'ordonnance, j'ai envoyé une dernière lettre à mon père. 3 mots. Juste 3. Et ces 3 mots l'ont brisé d'une manière que son propre silence n'aurait jamais pu faire. Maintenant, laissez-moi vous ramener à l'été de mes 6 ans. La nuit où mon père a fait son sac de sport et m'a dit qu'il serait de retour d'ici vendredi. J'ai 6 ans, debout sur le porche de notre petite maison à Val-des-Sources, au Québec. Une ville tranquille. Pas assez grande pour l'anonymat. Trop peuplée pour que chacun s'occupe de ses affaires. Il y a une balançoire en pneu dans la cour avant que mon grand-père Walter a construite avant ma naissance. La corde s'effiloche, mais elle tient toujours. Mon père porte un sac de sport vers son camion. Bleu marine. Je me souviens de la couleur parce que je lui ai demandé s'il allait faire du camping. Je serai de retour d'ici vendredi, Nat, dit-il. Il s'accroupit, encadre mon visage de ses 2 mains et m'embrasse le front. Vendredi arrive. Vendredi passe. Il déménage dans un appartement à 40 minutes à l'est, de l'autre côté de la limite du comté. Assez proche pour conduire, assez loin pour justifier de ne pas venir. Ma mère ne pleure pas devant moi. Elle enfile son uniforme d'infirmière, se rend à l'hôpital pour son quart de nuit, et rentre à 6 heures du matin avec des cernes sous les yeux si sombres qu'on aurait dit qu'ils étaient peints. Mais je l'entends à travers le mur de la chambre chaque nuit pendant 2 semaines. Le son est doux, étouffé, comme si elle pressait son visage contre un oreiller pour que je ne sache pas. Je sais. Grand-maman Ruth emménage la même semaine. Elle apporte sa poêle en fonte, ses lunettes de lecture et une courte pointe qu'elle a faite avec les vieilles chemises de flanelle de mon grand-père. Elle prépare le dîner, plie le linge, me conduit à l'école. Elle ne dit pas grand-chose sur mon père, sauf ceci: ton papa t'aime, ma puce. Il a juste oublié comment le montrer. Je la crois. À 6 ans, on croit aux grand-mères comme on croit à la gravité. Sans question, sans preuve. Je ne connaissais pas le nom de la femme qui a tout changé. Pas encore. Mais j'allais l'apprendre assez vite. Son nom est Diane Caldwell. Elle devient Diane Caldwell Mercier un samedi d'octobre quand j'ai 7 ans et demi. Le mariage est petit. Dans l'arrière-cour de la maison de ses parents, dans le beau quartier de la ville, celui avec les boîtes aux lettres en briques et les camions d'entretien de pelouse garés devant chaque mardi. Je porte une robe jaune que ma mère a choisie. Maman ne vient pas. Elle me dépose au bout de l'allée et dit: amuse-toi bien, ma chérie. Je viendrai te chercher à 20 heures. Diane me sourit pendant la cérémonie. Elle me prend la main après et se penche pour que nous soyons face à face. Nous allons être une famille maintenant, Nathalie. Son parfum sent le gardénia. Sa poigne est ferme. Je veux l'aimer. J'essaie. Cette nuit-là, après le gâteau, les toasts et les cierges magiques, je suis assise sur les marches du porche, attendant les phares de ma mère. La porte moustiquaire est entr'ouverte et j'entends la voix de Diane depuis la cuisine. Elle peut rendre visite à Greg, mais pas tous les week-ends. Nous avons besoin de notre propre espace. C'est ma fille, Diane. Et je suis ta femme. Nous construisons quelque chose de nouveau ici. Linda s'en occupe. La petite va bien. La petite, pas Nathalie. La petite? Mon père dit quelque chose que je ne peux pas entendre. Un murmure bas, la voix qu'il utilise quand il ne veut pas se disputer. Puis rien. Juste le cliquetis de la vaisselle. Après cette nuit, les visites commencent à diminuer. Chaque week-end devient tous les 2 week-ends. Tous les 2 week-ends devient une fois par mois. Une fois par mois devient quand ça arrange. Et ça n'arrange presque jamais.
Diane ne dit jamais « ne l'amène pas ». Elle dit « concentrons-nous sur nous ». Elle dit « Linda gère ça ». Elle dit « je veux juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Tout le monde sauf moi ». Voici à quoi ressemblent 12 ans de promesses non tenues quand on les écrit. Je commence à tenir un cahier quand j'ai 8 ans. C'est un cahier d'écolier du magasin à prix unique, couverture marbrée noire et blanche. Je n'écris pas dedans parce que je suis en colère. J'écris dedans parce que j'ai besoin de preuves. Des preuves que je n'imagine pas les choses. Des preuves que les promesses sont réelles et les annulations sont réelles et le silence après est réel. Page 1. Papa a dit qu'il viendrait à mon récital de piano. 12 mars. Il n'est pas venu. Page 4. Papa a dit qu'il viendrait me chercher pour le réveillon de Noël. 24 décembre, il a appelé à 15 heures. Quelque chose est arrivé. Page 9. Papa a dit qu'il appellerait tous les mercredis. A appelé 3 semaines, puis a arrêté. Page 14. Papa a dit qu'il m'emmènerait pêcher au lac aux Cèdres comme grand-père Walter le faisait. Samedi 8 juin. Il a envoyé un SMS à 7 heures du matin. Diane ne se sent pas bien. Reporté. Reporté. C'est sa phrase préférée. Les reports ne sont pas périmés dans son monde. Ils s'accumulent simplement jusqu'à ce qu'aucun de nous n'en parle plus. La pension alimentaire arrive le 1er de chaque mois. 743 € par virement direct. Jamais en retard. Mon père s'accroche à ce chiffre comme à une bouée de sauvetage. Je le sais parce que la seule fois où l'ami de ma mère lui a demandé pourquoi il avait manqué ma pièce de théâtre scolaire. Il a dit « Je m'occupe d'elle ». Vérifier les relevés bancaires. De l'argent au lieu de cadeaux. C'est son calcul. Grand-maman Ruth me regarde remplir le cahier un soir. Elle ne le lit pas. Elle me regarde simplement par-dessus ses lunettes de lecture et dit « Tu tiens les comptes, ma puce ?» Je garde une trace, dis-je. Elle hoche la tête. Bien. Une femme devrait toujours savoir exactement où elle en est. Je ne savais pas alors que ce cahier froissé, taché de café, acheté au magasin à prix unique, serait la dernière chose dont j'aurais besoin avant de prendre la décision qui a changé mon nom et ma vie. J'ai 12 ans la dernière fois que je dîne de l'Action de grâce chez mon père. Diane est l'hôtesse. Elle est douée pour recevoir. La table est dressée avec des serviettes en tissu. Il y a des marque-places et de la calligraphie, et la dinde est dorée et digne d'Instagram. Ses amis sont là, ses parents, un couple de leur église. Quand j'entre, Diane me présente à une femme que je n'ai jamais rencontrée. C'est la fille de Greg, dit-elle. Pause. D'avant. Pas Nathalie. Pas ma belle-fille. La fille de Greg d'avant. Comme si j'étais un meuble oublié par un précédent locataire. La femme sourit poliment et passe son chemin. À table, il n'y a pas de marque-place pour moi. 14 chaises, 14 cartes, 14 noms écrits avec la calligraphie soignée de Diane. Pas le mien. Je tire une chaise pliante du garage et la cale entre mon père et le mur. Mon assiette dépasse de la moitié de la table. Mon père voit. Sa mâchoire se crispe. Il ouvre la bouche. Diane, peut-être pourrions-nous. C'est bon, Greg. Elle ne lève pas les yeux de la sauce au canneberge. Ça ne la dérange pas. Je mange. Je débarrasse mon assiette. Je fais la vaisselle. Puis je vais dans le couloir et j'appelle grand-maman Ruth. Viens me chercher, grand-maman. Elle ne demande pas pourquoi. Elle dit juste, 15 minutes, ma puce. Dans la voiture, Ruth ne me presse pas. Elle conduit d'une main sur le volant et d'une main sur la mienne. Nous nous arrêtons au restaurant sur la route 132 et partageons une tarte à la citrouille. La serveuse m'appelle ma belle et remplit le café de Ruth 2 fois. Tu n'as pas à gagner ta place à la table de qui que ce soit, Nathalie, dit Ruth entre deux bouchées. Tu en as déjà une à la nôtre. Cette action de grâce fut la dernière fois que je mis les pieds dans la maison de Diane pour une fête. Je n'ai pas fait d'annonce. J'ai juste arrêté d'y aller. L'année de mes 14 ans, mon père oublie mon anniversaire. Non pas qu'il oublie comme on oublie d'acheter du lait. Il oublie comme on oublie le nom de quelqu'un qu'on connaissait à peine, sans s'en rendre compte avant que quelqu'un d'autre ne le souligne. Le 28 juillet arrive et passe.
Pas d'appel, pas de carte, pas de SMS, rien. Le 31 juillet, 3 jours plus tard, mon téléphone vibre. Un SMS de papa. Désolé, Nat. Semaine folle. Bon anniversaire en retard. 2 mots, bon anniversaire en retard. Comme si j'étais une collègue qu'il connaît à peine. Ce même mois, je trouve les photos. Diane les poste sur Facebook. Une galerie intitulée Notre petite famille. Greg, Diane et leurs amis à un barbecue. Greg et Diane à un gala de bienfaisance. Greg tenant le bébé d'une voisine, tout sourire. 12 photos. Je les fais défiler toutes. Je n'apparais sur aucune d'elles. Pas une seule. Notre petite famille. Notre. Je m'assois sur mon lit et regarde le mot Mercier sur ma carte d'identité scolaire. Nathalie Mercier. Je le dis à voix haute et j'écoute. Pour une reconnaissance, une appartenance, une fierté, n'importe quoi. Tout ce que j'entends, c'est le nom d'un homme qui a oublié mon anniversaire et ne l'a pas remarqué pendant 3 jours. Grand-maman Ruth me trouve sur le porche ce soir-là, ma carte d'identité scolaire à la main. Qu'est-ce que tu regardes? Mon nom de famille. Elle s'assied à côté de moi. Sans hâte. Ruth, dis-je, est-ce que ton nom de famille te semble parfois lourd? Elle y réfléchit. Vraiment. Puis, un nom n'est lourd que par la personne qui te l'a donné, ma puce. Si la personne l'a rendu léger avec amour, avec sa présence, alors tu le portes facilement. Si elle ne l'a pas fait. Elle hausse les épaules. Alors ce n'est qu'un poids. Chaque fois que quelqu'un m'appelait Nathalie Mercier après cette nuit-là, je le sentais. Le poids. Le SMS arrive un mardi après-midi de novembre. J'ai 16 ans, je tiens la caisse à la librairie de Madame Péton après l'école. Mon téléphone s'illumine sur le comptoir. Papa, tu as un frère maintenant. Thomas Grégoire Mercier, 3,3 kg. Maman et bébé vont très bien. Maman et bébé, il veut dire Diane et le bébé. Maman. Je fixe l'écran assez longtemps pour que Madame Péton le remarque. Tout va bien, Nathalie? Bien, dis-je. Affaire de famille. Je supprime le SMS et retourne ranger les livres de poche. Ce week-end-là, Diane appelle Ruth. Pas Linda, pas moi, mais Ruth pour annoncer la nouvelle comme il se doit. Ruth écoute, la félicite et raccroche. Puis elle s'assied en face de moi à la table de la cuisine. Diane a appelé Tommy leur premier enfant, Nathalie. Elle a utilisé le mot premier. Je laisse ça s'ancrer. Premier. Comme si j'étais un brouillon. Comme si les 12 années avant Tommy étaient un tour de chauffe qui ne comptait pas. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent, grand-maman. Ils le peuvent, mais tu étais là la première, et rien ne change cela. Je ne rends pas visite au bébé. Je ne suis pas invité à l'hôpital. Mon père ne me demande pas si je veux rencontrer mon demi-frère. Il envoie un SMS et passe à autre chose, de la même manière qu'il passe à autre chose pour tout ce qui me concerne. Rapidement, proprement, sans regarder en arrière. Cette nuit-là, j'ouvre mon ordinateur portable et je tape 4 mots dans une barre de recherche. Comment changer légalement son nom à 18 ans? Je ne suis pas en colère. Je suis juste curieuse. De la même manière que l'on est curieux d'une sortie quand une pièce commence à sembler trop petite. Je lis les résultats. Je note les frais de dépôt. Je ferme l'onglet. Puis j'ouvre mon cahier, celui du magasin à prix unique, page 36, et j'écris 200 € de frais de justice. J'ai besoin de 8 quarts de travail à la librairie. Je veux faire une pause ici un instant. Si jamais vous avez regardé une photo de famille et réalisé que vous n'y étiez pas, non pas parce que vous étiez derrière l'appareil, mais parce que personne n'a pensé à vous inclure, alors vous savez exactement ce que l'on ressent. Laissez un commentaire et dites-moi si vous avez vécu cela. Et si cette histoire vous touche, cliquez sur le bouton s'abonner parce que ce qui s'est passé à ma remise de diplôme est quelque chose auquel je pense encore chaque jour. 2 mois avant la remise des diplômes, je prends le téléphone et j'appelle mon père. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être est-ce la dernière étincelle de cette stupide petite flamme que je porte depuis mes 6 ans. Celle qui murmure, peut-être cette fois. Peut-être que je veux juste en être sûr. Il répond à la 3e sonnerie.
Il y a une télévision allumée en arrière-plan. J'entends Tommy babiller. Papa, la remise des diplômes est le 14 juin. Je serai là, Nat. Sa voix est facile, automatique, comme on accepterait d'aller chercher du lait en rentrant. Tu as dit ça pour le récital. Pause. La télévision baisse le volume. C'est différent. Je le promets. D'accord. Je raccroche et pose le téléphone sur mon bureau, écran vers le bas. Je ne me sens pas pleine d'espoir. Je ne me sens pas triste. Je ressens le même calme plat que j'ai appris à porter quand il s'agit de mon père. Le calme de quelqu'un à qui on a donné un billet de loterie qu'il sait déjà perdant, mais qu'il achète quand même parce que ça coûte moins cher que d'espérer. En bas, ma mère prépare son sac de travail pour le quart de nuit. Elle s'arrête dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Il a dit qu'il viendrait. Il a dit beaucoup de choses. Elle hoche la tête lentement et ferme son sac. Elle ne pousse pas. Elle a passé 12 ans à ne pas pousser, à ne pas médire de Greg, à ne pas empoisonner le puits, juste à être tranquillement les deux parents pendant qu'il était ailleurs à n'être aucun des deux. J'ai cessé de croire aux promesses de mon père à peu près en même temps que j'ai cessé de croire à la fée des dents. La différence est que la fée des dents a au moins laissé quelque chose sous mon oreiller. Cette nuit-là, j'ouvre le cahier. Page 41. 14 juin. Remise des diplômes. Papa dit qu'il sera là. Je laisse la ligne en dessous vide. Je la remplirai après. Jour de la remise des diplômes. 14 juin. Terrain de football du lycée de Val-des-Sources. Tribunes installées en rangée, chaises pliantes sur la ligne des 50 verges pour les finissants. Le ciel est ce bleu délavé du Québec qui semble avoir été laissé trop longtemps au soleil. Je suis en toge et mortier, bleu royal, pompon doré, assise au 3e rang de la section des finissants, par ordre alphabétique de nom de famille. M comme Mercier. Plus pour longtemps. Je scannais les tribunes. Grand-maman Ruth est au 5e rang, portant son chapeau du dimanche. Ma mère est à côté d'elle dans son uniforme d'infirmière. Elle a échangé son quart avec une collègue pour être ici. Ruth essuie déjà ses yeux et la cérémonie n'a pas commencé. Puis je le vois, mon père. 4e rangée, tout à gauche. Il porte une chemise boutonnée que je n'ai jamais vue. Ses cheveux sont plus courts que la dernière fois qu'il est venu. Ma poitrine fait quelque chose que je n'attends pas. Un serrement. Une douleur qui mêle soulagement et chagrin, emmêlée dans un nœud que je ne peux défaire. Puis je vois qui est assis à côté de lui. Diane. Cheveux bruchés, lunettes de soleil poussées sur sa tête comme un bandeau. Tommy sur sa hanche, gigotant dans un petit polo. Elle sourit, fait signe à quelqu'un 2 rangs plus bas. Mon père n'est pas venu seul. Il a amené tout le spectacle. Je me tourne pour faire face à la scène. Le directeur tapote le microphone. Un Larsen résonne sur le terrain. Un enfant derrière moi rit. Je respire. Je me dis, il est venu. C'est déjà ça. Mais il l'a amené. C'est tout. Quoi qu'il arrive sur cette scène, quel que soit le son de mon nom quand ils l'appelleront dans les haut-parleurs, c'est déjà un au revoir. Je ne l'ai juste pas encore dit à voix haute. Nathalie Anne Mercier. Le nom résonne dans les haut-parleurs comme tous les autres noms. Rapide, habitué, passant au suivant avant que les applaudissements ne s'éteignent, mais j'entends chaque syllabe. Je me lève, lisse ma toge et marche vers la scène. Top 10% de la classe. Le directeur me serre la main. La doyenne me tend l'étui de diplôme. Je le serre, souris pour la caméra que je ne peux pas voir, et regarde la foule. Ruth est debout, les 2 mains jointes sur sa bouche, les larmes coulant sur ses joues. Ma mère est à côté d'elle, applaudissant fort, son badge d'hôpital toujours attaché à sa blouse. Et de l'autre côté de l'allée, mon père, il est debout aussi. Les mains jointes, applaudissements lents, les yeux sur moi. C'est ça qui me brise. Il est debout. Pour la première fois en 12 ans, mon père est debout à cause de moi. Pour moi. Je descends les marches de la scène et mon cerveau commence à faire ce que je déteste. Ce que j'ai passé des années à essayer d'arrêter. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que c'est différent. Peut-être qu'il est enfin. J'atteins l'herbe et il est là. Il s'avance, ouvre les bras et me serre dans ses bras.
C'est maladroit. Un bras raide, l'autre trop serré, comme s'il avait pratiqué devant le miroir, mais la mémoire musculaire est partie. Je suis fier de toi, Nat. 4 mots. Les 4 mots que j'avais désespérément voulu entendre depuis mes 6 ans. Ils me frappent la poitrine comme un coup de poing. Je ferme les yeux. Je le respire. Après rasage et café et quelque chose d'inconnu, peut-être la lessive de Diane. Je me permets ces 3 secondes. 5. Je laisse les 4 mots s'ancrer. Puis Diane ouvre la bouche. Une femme de notre église, Madame Dubois, celle qui organise les ventes de pâtisserie, s'approche avec un sourire. Diane, tu dois être si fière d'elle. Diane, Tommy sur sa hanche. Son sourire n'atteint pas ses yeux. Oh, je ne suis pas sa mère. Greg a un passé. Madame Dubois cligne des yeux, me regarde Diane. L'air autour de nous change. Je le sens. Comme le son s'amincit juste avant un orage, comme les insectes se taisent. Diane tourne légèrement la tête, juste assez pour s'assurer que le groupe de parents derrière elle peut entendre. Et elle le dit, tu n'as jamais vraiment été sa fille, de toute façon. 8 mots prononcés comme on fait un commentaire sur la météo. Décontracté, habitué, comme si elle avait gardé cette phrase pour le bon public. Personne ne parle. 3 secondes de silence. Un vrai silence. Le genre qui engloutit tout. J'entends le vent claquer le drapeau près des poteaux de but. J'entends le Larsen du microphone de la scène. J'entends Tommy s'agiter. Je regarde mon père. Il regarde le sol. C'est tout. Pas de correction. Pas de Diane, arrête. Pas de défense. Juste ses yeux qui tombent sur l'herbe comme un homme qui a décidé que ce combat n'en vaut pas la peine. La même décision qu'il a prise pendant 12 ans. Ruth est déjà à mes côtés. Je sens sa main sur mon coude, ferme, chaude. L'étreinte d'une femme qui m'a soutenu plus souvent que la gravité. Rentrons à la maison, ma chérie. Je hoche la tête. Je ne pleure pas. Je ne discute pas. Je ne regarde pas Diane ni mon père ni Madame Dubois ni personne. J'ai attendu 12 ans que mon père me choisisse. Il a enfin eu la chance, là, devant tout le monde, et il a choisi le silence. Le silence était sa réponse. Et je l'ai finalement accepté. Cette nuit-là, je suis assise sur le porche arrière de grand-maman Ruth. Des grillons, des lucioles clignotant au-dessus de la ligne d'arbres. L'odeur du chèvrefeuille et de l'herbe coupée, le genre de silence que seules les petites villes et un chagrin immense peuvent créer. Ruth sort avec 2 verres de thé sucré et s'installe dans la chaise berçante à côté de moi. Elle ne me pose pas de questions sur la remise des diplômes. Elle ne mentionne pas Diane. Elle s'assied simplement, se balance et attend que je sois prête. Parle-moi de grand-père Walter, dis-je. Elle sourit. Le genre de sourire qui vit dans la mémoire, pas dans l'instant présent. C'était un charpentier. Il a bâti cette maison de ses propres mains avant la naissance de ta mère. A coupé chaque planche, martelé chaque clou, ça lui a pris 14 mois. Et le nom Fresneval, de l'ancien français, signifie près des frênes, un lieu de passage. Elle sirote son thé. Ton grand-père aimait ça. Il disait, un passage est l'endroit où tu laisses une chose derrière toi et où tu entres dans quelque chose de nouveau. Je tourne le mot dans ma bouche. Fresneval, ça sonne comme des racines, comme quelque chose de construit, pas d'emprunté. Grand-maman, je peux te demander quelque chose? Toujours. Si le nom de quelqu'un ne lui semble plus le sien, est-ce mal de le laisser partir? Ruth arrête de se balancer. Elle me regarde, non pas avec surprise, non pas avec pitié, mais avec reconnaissance, comme si elle attendait cette question depuis plus longtemps que je ne suis vivante. Un nom devrait être comme une maison, Nathalie. Si ce n'est pas le cas, tu as tout à fait le droit d'en trouver un qui le soit. Elle ne dit pas, laisse tomber le nom de ton père. Elle ne dit pas, prends le nôtre. Elle ouvre simplement une porte et me laisse voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je regarde les lucioles. Quelque part dans l'obscurité, les frênes de Walter Fresneval sont toujours debout. Le lendemain matin, je m'assois à mon bureau et j'ouvre mon ordinateur portable. La barre de recherche clignote. Je tape « Comment changer légalement son nom à 18 ans au Québec ?» Cette fois,
je ne ferme pas l'onglet. Le processus est simple. Déposer une requête au tribunal de première instance. Payer les frais de dépôt, 150 € dans notre comté. Attendre 4 à 6 semaines pour une date d'audience. Comparer devant un juge. S'il n'y a pas d'objection et pas de raison légale de le refuser, le juge signe l'ordonnance. Après cela, mettre à jour le numéro d'assurance sociale, le permis de conduire, les dossiers scolaires, nouveau nom, nouveaux documents, tout est nouveau. Aucune permission n'est requise. À 18 ans, c'est ma décision et la mienne seule. J'ouvre mon application bancaire. 312,47 €. Chaque euro gagné à la librairie de Madame Péton. 9,50 € de l'heure. Ranger les livres de poche et tenir la caisse après l'école. Assez pour les frais de dépôt, les mises à jour de documents, et un petit reste. Je fais le calcul. Mon anniversaire est le 28 juillet. Si je dépose la requête pendant la semaine de mon anniversaire, l'audience devrait avoir lieu début septembre, avant l'orientation du cégep. J'entrerai dans ma première classe avec mon nouveau nom. Je prends un stylo et j'ouvre le cahier, page 43. Sous la longue liste de promesses non tenues et de visites annulées, j'écris 2 mots en lettres majuscules soignées. Nouveau nom, Nathalie Frenval. Je le regarde. Je le dis doucement à moi-même. Ça ne sonne pas comme une vengeance. Ça ne sonne pas comme de la colère. Ça sonne comme le nom de quelqu'un qui a choisi son propre passage. Je ferme le cahier. Entre les pages, il y a une feuille de papier vierge pliée, le genre que l'on arrache d'un bloc-notes. Je ne sais pas encore ce que j'y écrirai, mais je sais que ce sera court. Certaines choses n'ont besoin que de quelques mots. 2 semaines après la remise des diplômes, mon téléphone sonne. Papa. J'ai failli laisser aller à la messagerie vocale. Presque. Mais il y a ce fil tenace, plus fin que de la toile d'araignée. Assez fort pour me faire glisser. Nat, à propos de ce que Diane a dit. Quelle fois? Silence. Je l'entends respirer lourdement comme un homme portant quelque chose qu'il ne sait pas comment poser. Elle ne le pensait pas. Papa, elle le pense depuis 12 ans. Je vais lui parler. Je vais. Tu dis ça depuis que j'ai 7 ans. Une autre pause. Je l'imagine debout dans sa cuisine, une main sur le comptoir, les yeux fermés. La même posture qu'il adopte quand le monde lui demande quelque chose, et qu'il préférerait être n'importe où ailleurs. Je suis désolé, Nat. Je sais que tu le hais. C'est ça le problème. Il laisse ça s'ancrer. Je pense qu'il veut demander ce que je veux dire, mais il ne le fait pas. Une partie de lui le sait déjà, et c'est la partie qu'il évite depuis le jour où il a fait ce sac de sport. Laisse-moi te voir, dit-il. Juste nous. Pas Diane. Je viendrai ce samedi. D'accord, papa. Samedi arrive. À 10 h. Un SMS. Diane ne se sent pas bien. Pouvons-nous reporter? Je lis le SMS une fois. Je pose le téléphone sur ma table de chevet. Je descends, mange les crêpes que ma mère a faites et je me rends à la librairie pour mon quart de l'après-midi. Page 44. Papa a annulé encore. Diane ne se sent pas bien. C'est la dernière entrée du cahier. Non pas parce que j'ai cessé de suivre, mais parce qu'il n'y a plus rien à suivre. La ligne entre l'espoir et la reconnaissance de schéma s'est finalement brisée. Et pour la première fois en 12 ans, je suis du bon côté. Mon père a manqué de promesses et j'ai manqué de patience pour y croire. Juillet à Val-des-Sources est lourd. L'air, l'humidité, les potins. Je passe la majeure partie de mon temps à l'intérieur de la librairie de Madame Péton où la climatisation cliquette comme un moteur moribond, mais les étagères sentent le vieux papier et la possibilité. Je prends des quarts supplémentaires, non seulement pour les frais de justice. J'ai une bourse partielle pour le cégep de Val-des-Sources, mais les livres et les fournitures ne sont pas couverts. Chaque heure à la caisse est un autre manuel scolaire, un autre semestre sans rien devoir à personne. Madame Péton me regarde organiser le présentoir de lecture estivale un après-midi. Elle a 72 ans, porte des lunettes à double foyer sur une chaîne de perles, et n'a jamais posé une question dont elle ne connaissait pas déjà la réponse. Tu économises pour quelque chose de précis, Nathalie. Pas une question, une affirmation.
quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Elle hoche la tête, glisse une pile de retour sur le comptoir et en reste là. C'est ce que j'aime chez Madame Péton. Elle comprend que certaines conversations ne sont pas encore terminées. Les mardis et jeudis, je l'aide à diriger le programme de lecture estivale pour les enfants du primaire. Je m'assois en tailleur sur le tapis et lis des livres illustrés à des enfants de 7 ans qui croient encore aux fins heureuses et aux pères qui rentrent à la maison quand ils disent qu'ils le feront. Une petite fille, Maya, avec des tresses et un espace entre les dents de devant, m'apporte chaque semaine un dessin au crayon de sa famille. Maman, papa, Maya, et un chien nommé Biscuit, tous se tenant la main, tous souriants. Je les accroche tous au tableau d'affichage et je prétends que le serrement dans ma poitrine n'est que la chaleur. À la maison, ma mère remarque les heures supplémentaires. Elle me demande pendant le dîner, avec des contractions, remuant son thé glacé. Tu travailles plus que d'habitude. Je te dirai bientôt, maman. J'ai juste besoin d'être sûr d'abord. Elle me regarde, hoche la tête, me faisant assez confiance pour ne pas insister. L'appel téléphonique vient de Madame Dubois, la même Madame Dubois de la remise des diplômes, l'organisatrice des ventes de pâtisserie, la femme qui a vu Diane prononcer la phrase qui a brisé ma vie en deux. Nathalie, je ne veux pas remuer les choses, mais je pensais que vous devriez savoir. Elle me raconte qu'elle était chez Diane pour un groupe d'études bibliques. Dans le couloir, il y a un mur de photos encadrées. Le mur de la famille, l'appelle Diane. Madame Dubois l'avait déjà vu. Le mariage de Greg et Diane, les fêtes, la séance photo du nouveau-né Tommy. Mais il y avait une photo près du bas. Greg tenant une petite fille avec des tresses en désordre. Moi, à 4 ans, assis sur ses genoux à une foire de comté, une barbe à papa dans une main. Cette photo a disparu maintenant, remplacée par un portrait studio de Greg, Diane et Tommy, tenues assorties, fond blanc, le genre de photo qui crie « Ceci est la vraie famille ». Elle a dit qu'elle avait mis à jour le mur. Madame Dubois dit « Je pensais que vous devriez savoir ». Je la remercie. Je raccroche. Je m'assois au bord de mon lit pendant longtemps. Elle n'a pas seulement enlevé une photo. Elle a enlevé la preuve que j'avais jamais fait partie de sa vie. Elle m'a effacé de la famille comme une faute de frappe, corrigée, supprimée, remplacée par quelque chose qu'elle aimait mieux. Je n'appelle pas mon père. Je ne demande pas pourquoi. Je sais déjà pourquoi. Diane avait besoin d'une histoire propre, et j'étais la tâche. J'ouvre le cahier. Je lis chaque page. 8 ans de promesses non tenues de ma propre écriture, évoluant des petites lettres rondes d'enfant à l'écriture serrée et nette que j'utilise maintenant. Je lis la dernière page. Nouveau nom, Nathalie Frenval. Je ferme le cahier, le pose sur mon bureau et dis un mot à voix haute. D'accord. Le 28 juillet, mon 18e anniversaire. Lumière du matin à travers la fenêtre de la cuisine. Ma mère a fait un gâteau au citron, mon préféré depuis mes 9 ans. Grand-maman Ruth apporte des tournesols de son jardin, encore humides de rosée, enveloppés dans du papier journal. Joyeux anniversaire, ma puce, dit Ruth, embrassant mon front. 18 ans. Ton grand-père t'aurait fait une chaise berçante. Nous mangeons du gâteau au petit déjeuner parce qu'il n'y a pas de règle les jours d'anniversaire. Ma mère chante faux. Ruth fredonne. La cuisine est chaude et jaune et sent le sucre, le beurre et la maison. À 9h47 du matin, mon téléphone vibre. Papa, joyeux anniversaire, Nat. 3 mots. Pas d'appel, pas de carte, pas de mention de me voir. Juste un SMS qui demande moins d'effort que de commander un café. Je pose le téléphone, écran vers le bas, sur le comptoir. Ma mère voit. Elle ne commente pas. Après le petit déjeuner, j'assois ma mère et Ruth à la table de la cuisine. Mes mains sont fermes. Ma voix est claire. Je veux changer mon nom de famille pour Frenval. La cuisine se tait. La main de Ruth trouve la mienne sur la table. Ma mère ne parle pas tout de suite. Elle me regarde comme elle regarde les radiographies au travail. Attentivement, minutieusement, vérifiant les fractures. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux, Nathalie? Pas ce que la colère veut. Je ne suis pas en colère, maman. J'en ai fini d'attendre. Elle soutient mon regard, cherchant. Quoi qu'elle trouve là, cela doit être suffisant car ses épaules se relâchent et elle hoche la tête.
Lentement, avec certitude. Alors, c'est ta décision. Ruth serre ma main. Ses yeux sont brillants. Je vais te conduire au palais de justice. Je repousse ma chaise. Le gâteau est à moitié mangé. Les tournesols penchent vers la fenêtre. Mon téléphone est posé écran vers le bas sur le comptoir, portant toujours les 3 mots de mon père. Je le laisse là. Le tribunal de première instance du comté de Val-des-Sources est un bâtiment en calcaire à 2 étages avec un mât de drapeau devant et des traces d'eau coulant sur les colonnes comme d'anciennes larmes. Ruth gare sa Buick sur le parking latéral, coupe le moteur et se tourne vers moi. Prête? Prête. Je porte une chemise blanche boutonnée, celle que ma mère a repassée ce matin-là sans qu'on le lui demande, aplatissant chaque pli comme si elle scellait une enveloppe. Je ne sais pas pourquoi la chemise importe, mais c'est le cas. Elle ressemble à une armure. À l'intérieur, le bureau du greffier sans l'encre et la cire à parquet. Une femme derrière le comptoir avec des lunettes de lecture et un cordon lève les yeux quand j'approche. Je voudrais déposer une requête en changement de nom légal. Elle me tend un formulaire, 4 pages. Je le remplis au comptoir. Plume stable, écriture lisible. Nom légal actuel, Nathalie Anne Mercier. Nom légal demandé. Je fais une pause. Je pense à Walter. Je pense à Ruth. Je pense aux frênes et aux lieux de passage. Nathalie Ruth Frenval. L'ajout du 2e prénom est une décision que je prends là, sur le champ. Ruth ne le sait pas encore. La greffière examine le formulaire. Raison du changement de nom? Personnel. Je souhaite porter le nom de famille de ma mère. Elle hoche la tête. Aucun jugement. Aucune question. Les frais de dépôt sont de 150 €. Je sors une enveloppe blanche de mon sac à main. À l'intérieur, 15 billets de 10 € comptés 3 fois à mon bureau la nuit dernière. Je les glisse sur le comptoir. L'audience sera prévue dans 4 à 6 semaines. Vous recevrez un avis par la poste. Je sors dans le couloir. Ruth est assise sur un banc en bois, son sac à main sur les genoux, les chevilles croisées. C'est fait, demande-t-elle. C'est déposé. Elle se lève, m'entoure de ses bras et me serre. Elle ne dit pas un mot. Elle n'en a pas besoin. 3 semaines plus tard, l'avis arrive par la poste. Date d'audience, 8 septembre. Je plie l'avis, le glisse dans le cahier et continue mon quart à la librairie. Il faut exactement 4 jours à la mécanique de la petite ville pour faire son travail. Quelqu'un au palais de justice connaît quelqu'un qui connaît Greg. C'est comme ça que ça se passe à Val-des-Sources. L'information circule plus vite que la lumière et 2 fois plus loin. Mon téléphone sonne un jeudi soir. Papa. Sa voix sonne différemment, plus haute, plus tendue. Le ton d'un homme à qui l'on vient de donner une information à laquelle il n'était pas préparé. Nat, quelqu'un au palais de justice m'a dit que tu avais déposé des papiers. Qu'est-ce qui se passe? Je change mon nom de famille, papa. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. J'ai 18 ans. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que ce n'est plus le mien depuis longtemps. Je l'entends déglutir. En arrière-plan, la voix de Diane, sèche, demandant « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il couvre le téléphone de sa paume, mais je l'entends quand même, étouffé, déformé. Le son d'un homme tiré dans 2 directions et choisissant la plus facile à chaque fois. Nathalie, s'il te plaît, laisse-moi arranger ça. Tu as eu 12 ans pour arranger ça. Diane ne le pensait pas, le mot tombe comme une porte qui se ferme. Il se tait. Je l'entends respirer par le nez. Le son de quelqu'un qui n'a plus d'arguments mais n'est pas prêt à arrêter de parler. Je t'aime, Nat. Je sais. Au revoir, papa. Je raccroche. Mes mains ne tremblent pas. Ma voix n'a pas craqué. Je ressens le même calme plat et clair que le jour où j'ai déposé la requête. Le calme de quelqu'un qui a déjà traversé la rivière et ne regarde pas en arrière. Il appelle 4 fois de plus cette semaine-là. Je ne réponds pas. Il n'y a plus rien à dire que ce que 150 € et une date d'audience n'ont pas déjà dit pour moi. Alors, mon père l'a découvert et je pouvais l'entendre dans sa voix. Pas de culpabilité. Pas encore. De la peur. La peur de ce que les gens diraient,
la peur de l'histoire que toute la ville allait reconstituer une fois qu'il verrait le nom Nathalie Mercier disparaître des registres. Si vous pensez qu'il aurait dû ressentir de la culpabilité au lieu de la peur, laissez un commentaire. Et si vous regardez jusqu'ici, merci. Le jour de l'audience approche et j'ai besoin que vous voyiez ce qui s'est passé à l'intérieur de cette salle d'audience. Diane ne perd pas de temps. Quelques jours après l'appel téléphonique de Greg, elle lance sa campagne. Pas bruyamment. Diane ne travaille jamais bruyamment. Elle travaille par des murmures, des chaînes téléphoniques et des commentaires soigneusement placés aux bonnes tables. Ma mère me parle de l'appel. La voix de Linda est neutre, le ton qu'elle utilise quand elle est en colère, mais trop disciplinée pour le laisser paraître. Diane m'a appelé au travail. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a dit, vous humiliez son mari. Que as-tu dit? Linda s'appuie contre le comptoir de la cuisine, les bras croisés. J'ai dit que son mari avait humilié sa fille pendant 12 ans. J'ai failli sourire. Elle a dit, vous êtes ingrate qu'ils aient payé une pension alimentaire. Et je lui ai dit que la pension alimentaire n'est pas de l'éducation. Diane ne s'arrête pas à Linda. Elle appelle 2 femmes de son groupe d'études bibliques, la cousine de Greg à Sherbrooke, et une voisine. L'histoire qu'elle raconte est cohérente, polie et complètement recadrée. Nathalie fait ça pour punir Greg, pour attirer l'attention, pour blesser la famille pendant un moment vulnérable avec un nouveau bébé, avec Greg faisant des heures supplémentaires. Certaines personnes acquiescent. Des gens qui connaissent Diane, qui ont été à sa table d'action de grâce et ont admiré ses marque-places calligraphiées. Mais d'autres, ceux qui étaient à la remise des diplômes, ceux qui ont entendu les 8 mots, ils n'acquiescent pas. Madame Péton à la librairie pose ses lunettes à double foyer et dit, cette femme a dit ce qu'elle a dit, et maintenant elle réécrit le scénario. Mon ancien professeur d'histoire, Monsieur Moreau, m'envoie un email. Fier de toi, Nathalie. Toujours été. La contre-narration de Diane a une faille fatale. La remise des diplômes s'est déroulée en public. Les témoins se souviennent. Les histoires persistent. Et dans une ville comme Val-des-Sources, la vérité ne reste pas enterrée juste parce que quelqu'un avec de la belle papeterie essaie de la dissimuler. 8 septembre. La matinée est fraîche pour le Québec. Premier soupçon d'automne traversant l'humidité. J'enfile ma chemise blanche boutonnée. La même. Ma mère l'a repassée à nouveau. Ruth conduit. Linda est assise à l'arrière. Personne ne parle. La radio est éteinte. Le seul son est celui du moteur de la Buick et des cigales chantant leur dernière chanson d'été. La salle d'audience est petite, rien à voir avec les films. Murs lambrissés, lumière fluorescente, faible bourdonnement d'un ventilateur de plafond qui perd la bataille contre la chaleur. Une greffière est assise à gauche du banc. La plaque nominative de la juge indique l'honorable Patricia Moreau. Je prends place à la table du requérant. Ruth et Linda sont assises dans la galerie derrière moi, première rangée, côte à côte. Je vérifie le reste de la pièce. 2 autres affaires au rôle ce matin. Un homme âgé demandant la restauration d'un nom après un divorce. Une jeune mère ajoutant un trait d'union. Pas de Greg, pas de Diane, personne du côté Mercier. La chaise en face de moi est vide. La juge Moreau entre. Nous nous levons. Nous nous asseyons. Elle ouvre mon dossier. Requête en changement de nom légal. Nathalie Anne Mercier à Nathalie Ruth Frenval. Elle lève les yeux, m'examine par-dessus ses lunettes. Des objections légales ont-elles été déposées? La greffière vérifie. Aucune objection enregistrée, votre honneur. La juge se tourne vers moi. Jeune femme, comprenez-vous que c'est un changement légal permanent? Oui, votre honneur. Et c'est votre décision, prise librement? Oui. Elle soutient mon regard un instant, puis elle signe l'ordonnance. La plume gratte le papier. Un petit son, le son de 12 ans s'achevant d'un seul trait. Prenant effet aujourd'hui. Votre nom légal est Nathalie Ruth Frenval. Derrière moi, Ruth étouffe un cri. J'entends son inspiration capter le 2e prénom. Elle ne le savait pas. Je me retourne. Elle pleure. Nous sortons du palais de justice sous le soleil de septembre. Les colonnes de calcaire projettent de longues ombres sur le parking. Un écureuil s'élance sur la base du mât de drapeau.
Tout est ordinaire et rien n'est pareil. Ruth me prend la main gauche. Linda me prend la main droite. Nous marchons ainsi, à trois de front, liés, jusqu'à la Buick. Personne ne parle jusqu'à ce que nous atteignions la voiture, puis tout le monde parle en même temps. Nathalie Ruth Frenval, dit ma grand-mère en essuyant ses yeux du revers de la main. Tu as mis mon nom dedans. Tu l'as mérité, ma puce. Je n'ai rien mérité. Je me suis juste présenté. C'est exactement ce qu'il a mérité, grand-maman. Linda ouvre la porte de la voiture, s'arrête et me tire à l'intérieur. Elle me serre comme elle le faisait quand j'étais petite. Une main sur l'arrière de ma tête, l'autre pressée à plat contre ma colonne vertébrale. Je sens sa cage thoracique trembler. Je suis fier de toi, murmure-t-elle. Juste là, juste maintenant. Nous montons dans la voiture. Ruth démarre le moteur, puis le coupe. Nous nous arrêtons pour une crème glacée, annonce-t-elle. 3 boules, non négociables. Nous nous dirigeons vers la laiterie sur la route 132, le même endroit où Ruth m'a emmené après cette dernière action de grâce. Le même endroit où nous allons depuis que j'étais assez petite pour avoir besoin d'un siège d'appoint. Ruth commande une pacane au beurre. Linda prend une fraise. Je prends une menthe chocolat, comme toujours. Nous nous asseyons à la table de pique-nique à l'extérieur, les jambes collées au banc métallique, la crème glacée coulant plus vite que nous ne pouvons la manger. Je regarde l'ordonnance du tribunal pliée dans mon sac à main. Nathalie Ruth Frenval, encre noire sur papier blanc, légal, définitif, mien. Je ne ressens pas la victoire. Je ressens quelque chose de plus calme. Je me sens moi-même cette nuit-là. Je suis assise à mon bureau sous la lampe à l'abat-jour de travers, une enveloppe blanche, une feuille de papier, un stylo. Je compose cette lettre dans ma tête depuis des semaines. La première version était longue. Des pages de tout ce que je voulais dire. Chaque anniversaire manqué, chaque visite, chaque fois que Diane a dit quelque chose de sec et qu'il n'a rien dit du tout. Je voulais tout exposer ligne par ligne pour qu'il ne puisse pas prétendre qu'il ne savait pas. Mais ensuite j'ai réalisé qu'il sait. Il a toujours su. Le problème n'a jamais été l'information. C'était le choix. Il a choisi le confort de Diane au détriment de mon existence. Il a choisi le silence au lieu de la défense. Il a choisi le chemin de la moindre résistance à chaque fois. Étage 12 ans de moindre résistance ont creusé un gouffre entre nous qu'aucune lettre ne pourrait combler. Donc, je n'ai pas besoin de paragraphes. Je n'ai pas besoin d'arguments. J'ai juste besoin qu'il entende la seule vérité qu'il ne peut pas expliquer. Je retire le capuchon du stylo. J'écris 3 mots. Elle avait raison. 3 mots. Diane a dit que je n'avais jamais vraiment été sa fille. Et ces 12 ans d'absence, son silence à ma remise des diplômes, sa chaise vide à mon audience lui ont donné raison. Elle n'a pas prononcé une prophétie. Elle a décrit ce qu'il avait bâti. Je plie le papier une fois, le glisse dans l'enveloppe. Puis je plonge la main dans mon sac à main et j'en sors l'ordonnance du tribunal, la copie que la greffière m'a donnée. Je la glisse à côté du mot. J'écris son adresse sur le devant, la même adresse qu'il a depuis qu'il a épousé Diane. Je décolle un timbre du rouleau que Ruth garde dans le tiroir fourre-tout. Je le presse dans le coin. Je marche jusqu'à la boîte aux lettres au bout de l'allée, j'ouvre la porte, j'y dépose l'enveloppe, je la ferme, je lève le drapeau. C'est fait. Je ne fais pas de suivi. Je n'appelle pas. Je ne passe pas devant sa maison, je ne consulte pas ses réseaux sociaux, je ne demande à personne ce qui s'est passé quand il a ouvert l'enveloppe. La lettre est un point à la fin d'une phrase, pas le début d'une conversation. Mais Val des Sources et les murs sont minces et les gens parlent. 3 jours après avoir posté la lettre, ma mère rentre d'un quart à l'hôpital avec ce regard. Le regard qui dit qu'elle sait quelque chose qu'elle n'a pas décidé si elle devait partager. Denise à la réception dit que Greg Mercier n'est pas lui-même cette semaine. Il est venu aux urgences pour un contrôle de tension artérielle. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Je ne demande pas de détails. Je n'en ai pas besoin. Le dimanche suivant, Ruth entend son amie Marguerite à la première église baptiste. Greg est venu au service du matin seul. Pas de Diane, pas de Tommy. Il s'est assis au dernier banc, la tête inclinée pendant toute l'heure. Quand le pasteur Dubois lui a demandé s'il allait bien, Greg a secoué la tête et est sorti avant la bénédiction.
Marguerite a dit qu'il avait l'air d'un homme qui venait de lire sa propre nécrologie, me dit Ruth. Je hoche la tête. Je ne ressens pas de satisfaction. Je ne ressens pas de pitié. Je ressens l'étrange poids creux d'une porte que j'ai moi-même fermée. La connaissance que cela devait arriver et la douleur de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais au travail. Je range le nouvel arrivage de sortie d'automne. Madame Péton me demande si je veux ajuster mon badge nominatif. Oui, s'il vous plaît. Elle en imprime un nouveau avec l'étiqueteuse, Nathalie Frenval. Je l'épingle à mon tablier. Il se trouve au même endroit que l'ancien. Même endroit, nom différent. Madame Péton le regarde, me regarde, et hoche la tête une fois. C'est bien, Nathalie. C'est tout, et c'est suffisant. Il se présente à la librairie un mercredi. La clochette au-dessus de la porte teinte. Je suis derrière la caisse, étiquetant des livres de poche d'occasion avec un pistolet. Je lève les yeux et il est là. Mon père, debout entre la section jeunesse et développement personnel, ce qui me semble une métaphore trop évidente pour être ignorée. Il a mauvaise mine. Chemise froissée, barbe de quelques jours, au-delà de l'intentionnel, yeux cernés de rouge comme s'il les avait frottés toute la matinée. Il sent le café et quelque chose d'aigre. Nat, pouvons-nous parler? Nous parlons. Il grimace, fait un pas en avant. Ses mains pendent le long de son corps comme s'il ne savait pas quoi en faire. Je ne savais pas que c'était si grave. Je pose le pistolet étiqueteur. Si, tu savais. J'aurais dû. Tu aurais dû faire beaucoup de choses, papa. Il reste là, absorbant. Je regarde sa mâchoire travailler, sa gorge bouger. Il essaie de trouver la bonne phrase. La combinaison de mots qui ouvrira la porte que j'ai fermée, mais il n'y en a pas. Certaines portes n'ont pas de clé. Elles ont des gonds qui ne bougent que dans une seule direction. Puis-je arranger ça? On ne peut pas défaire ce qui est fait, et je n'ai pas besoin que tu le fasses. J'avais juste besoin que tu saches pourquoi. Ces 3 mots, dit-il, la voix brisée, étaient la vérité, et tu le sais. Il me regarde. Pendant un long moment, il me regarde et je vois quelque chose que je n'avais jamais vu sur le visage de mon père auparavant. Pas de colère, pas d'apitoiement, mais de la reconnaissance. La lente et terrible compréhension d'un homme qui voit enfin les ravages devant lesquels il a roulé chaque jour pendant 12 ans. Il hoche la tête une fois, puis il tourne les talons et sort. La clochette tinte à nouveau. La porte se referme. Mes mains tremblent pendant 30 secondes. Je serre le comptoir jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Puis je retourne étiqueter les livres de poche. Dans une ville comme Val-des-Sources, pas besoin de coller l'oreille au mur. Les murs parlent d'eux-mêmes. En une semaine, l'histoire me parvient par fragments, transmise par le réseau des dames de l'église, des rencontres à l'épicerie et des conversations par-dessus la clôture qui forme le système circulatoire de chaque petite ville. Greg et Diane se sont disputés, une vraie dispute, pas les désaccords soigneusement orchestrés que Diane gère habituellement, mais le genre qui fait trembler les fenêtres et envoie les voisins à l'autre bout de leur jardin. Les détails proviennent de Madame Dubois, qui les a entendus de sa voisine qui habite à 2 maisons de chez les Mercier. Diane, c'est ta faute. Tu l'as laissé faire ça, Greg. Et c'est la partie que tout le monde répète, la partie qui voyage le plus loin parce que les gens de Val-des-Sources attendaient depuis 12 ans d'entendre Greg Mercier s'opposer à quelque chose. Tu lui as dit qu'elle n'était jamais ma fille à sa remise des diplômes, devant tout le monde. Diane a commencé à répondre, j'étais juste. Tu avais raison, Diane. C'est ce qu'elle a écrit. Elle avait raison. Et elle l'est parce que je t'ai laissé en faire une vérité. On me dit que Diane s'est tue après ça. Personne n'a pu confirmer combien de temps le silence a duré, mais la voisine a dit que c'était la première fois en 11 ans qu'elle n'avait pas entendu la voix de Diane portée dans l'air du soir. J'entends tout cela de seconde main. Je ne le demande pas. Je ne le commande pas. Je n'appelle pas mon père pour savoir comment il va. Et je n'appelle pas Diane pour remuer le couteau dans la plaie. Les 3 mots ont fait leur travail, non pas comme des armes, mais comme des miroirs. Et ce qu'il en est des miroirs, c'est qu'on ne peut pas contester ce qu'ils montrent. On ne peut que se tenir là et regarder. Dans les semaines qui suivent, le changement de nom s'installe sur Val-des-Sources comme toutes les nouvelles s'installent sur les petites villes en couches, chacune plus mince que la précédente, jusqu'à ce qu'elles deviennent partie du bruit de fond.
Madame Péton est la première à le dire à voix haute à la librairie. Elle ajuste ses lunettes à double foyer, regarde mon nouveau badge nominatif et dit « Frenval vous va bien ». Puis elle me demande de réorganiser la section jeunesse, et la vie continue. Monsieur Moreau, mon ancien professeur d'histoire, celui qui m'a écrit une lettre de recommandation, m'envoie un courriel de suivi. J'ai toujours su que tu étais plus forte que tes circonstances. Ton grand-père Walter serait fier. La bibliothécaire de la bibliothèque municipale met à jour ma carte sans commentaire. La femme de la SAC traite mon nouveau permis de conduire avec la même efficacité ennuyée qu'elle apporte à tout. Souriez, dit-elle, et l'appareil photo flash. De l'autre côté de la ville, les répercussions sont moins douces. Deux des amis du groupe d'études bibliques de Diane cessent de lui répondre au téléphone. Pas de façon dramatique, pas avec confrontation, juste le lent retrait qui se produit lorsque les gens décident qu'ils ne veulent pas être associés à une histoire sur laquelle ils se sont trompés. L'incident de la remise des diplômes est raconté lors de repas partage et dans les salons de coiffure. À chaque récit, Diane devient un peu plus vive, ses mots un peu plus tranchants. Greg commence à fréquenter la première église baptiste seule. Chaque dimanche au dernier banc, Diane reste à la maison avec Tommy. Je ne suis rien de tout cela délibérément. Je l'entends comme on entend les bulletins météo, passivement, en marge d'autres conversations. Je suis occupé. Mise à jour du numéro d'assurance sociale, permis de conduire, formulaire d'inscription au cégep. Chacun estampillé, signé et classé sous Nathalie Ruth Frenval. Chaque formulaire est un petit acte de construction. Je ne démolis rien. Je construis quelque chose qui aurait dû exister depuis le début. Un nom qui m'appartient. Ça se passe un mardi soir. Rien de spécial. Pas d'anniversaire, pas de déclencheur. Juste ma mère et moi à la table de la cuisine. Des restes de pâtes et le faible bourdonnement du réfrigérateur. Linda pousse son assiette et joint ses mains. Elle fait ça quand elle est sur le point de dire quelque chose qu'elle retient depuis un moment. Je l'ai déjà vu le faire avant d'annoncer de mauvaises nouvelles à l'hôpital. Je n'ai jamais dit du mal de ton père devant toi. Tu le sais. Je sais, maman. J'ai fait ce choix tôt, quand tu étais petite. Je ne voulais pas que tu portes ma colère en plus de la tienne. C'était la bonne décision. Elle secoue la tête. Peut-être, mais j'aurais dû te dire plutôt que tu ne lui devais pas ta patience. Ce n'était pas ton travail de dire ça. C'était son travail de ne pas avoir besoin que tu le dises. Cela atterrit. Je le vois frapper. Son menton tombe légèrement. Ses yeux s'illuminent. Et pour la première fois depuis mes 6 ans, ma mère pleure devant moi. Pas les pleurs étouffés contre l'oreiller que j'entendais à travers le mur enfant. De vraies larmes, sans retenue, coulant sur son visage sous la lumière de la cuisine. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger de tout ça. Tu m'as protégé, toi et grand-maman, tous les jours. C'est pourquoi je suis Frenval maintenant. Elle tend la main sur la table. Je prends sa main. Sa poigne est la même qu'elle utilise aux urgences. Forte, stable, conçue pour maintenir quelqu'un quand tout s'effondre. Nous restons là un moment. Les pâtes refroidissent. Le réfrigérateur bourdonne. La lumière de la cuisine rend tout doux et jaune. Ton père ne te mérite pas, dit-elle doucement. Je sais, mais je n'ai pas fait ça à cause de lui. Je l'ai fait à cause de moi. 15 septembre, premier jour au cégep de Val-des-Sources. Le campus se compose de 3 bâtiments en briques et d'un parking. Rien de fantaisie, mais l'air sent les nouveaux cahiers et les nouveaux départs. Je suis au 2e rang de l'introduction à la composition française, salle 204. Lumière fluorescente bourdonnant au-dessus. La professeure, Dr Fournier, une femme aux cheveux gris courts et à la voix comme du gravier chaud, ouvre sa liste d'appels. Elle commence à appeler les noms. Adams, Alvarez, Anderson, chacun répondant par un présent ou une main levée. Nathalie Frenval. Présente. Un mot, 3 syllabes d'un nom que je porte depuis exactement 7 jours. Je l'entends revenir à moi de la bouche de la professeure, et il me va. Comme une clé s'adapte à une serrure que l'on ne savait pas bloquer. Frenval, présente. Prête à affronter. Une fille à côté de moi, cheveux roux, taches de rousseur, cahier déjà couvert de gribouillis, se penche. Frenval, c'est un nom cool. C'est irlandais?
Français, dis-je. Ça signifie près des frênes. Mon grand-père était charpentier. C'est tellement mieux que le mien. Je m'appelle Jessica Leclerc. Il y a littéralement 4 Leclerc dans ce bâtiment. Je souris. Elle me sourit. Et juste comme ça, je suis Nathalie Frenval. Pour quelqu'un qui n'a aucune idée du palais de justice, du cahier, des 3 mots, ou des 12 années qui m'ont mené ici. Pour Jess, je suis juste une fille avec un nom de famille intéressant et un grand-père qui construisait des choses. Je ne lui raconte pas l'histoire. Je n'ai pas besoin. La beauté d'un nouveau nom est qu'il ne porte pas l'ancien bagage, à moins que vous ne l'emballiez vous-même. J'ouvre mon cahier, un nouveau, à spirale, ligné pour l'université. La première page est vierge. Pas de promesse non tenue, pas de date d'annulation, juste un espace blanc attendant d'être rempli de quelque chose que je choisis. J'apprends des nouvelles de Greg par la ville. Comme la météo arrive, on ne la cherche pas. Elle se manifeste simplement à votre fenêtre. Ruth me dit pendant le dîner du dimanche que Greg a commencé à consulter un conseiller à Sherbrooke. Il conduit 40 minutes aller-retour 2 fois par semaine. Elle l'a entendu de Marguerite à l'église qu'il a entendu de la réceptionniste du conseiller parce qu'avale des sources, même la thérapie ne peut pas se cacher derrière une porte close. Il y va de son plein gré, ajoute Ruth. Diane ne voulait pas qu'il y aille. Elle disait qu'il faisait tout un drame pour rien. Je pose ma fourchette. Tant mieux pour lui. Ça te va? Il fait ce qu'il aurait dû faire il y a 12 ans. C'est tard, mais ce n'est pas rien. Greg et Diane ne divorcent pas. Ce n'est pas ainsi que ce genre d'histoire se termine. Proprement, de façon dramatique, avec des papiers signés et des cartons emballés. Au lieu de cela, la dynamique change. La voix de Diane dans le foyer devient plus douce. Celle de Greg devient plus stable. L'équilibre change. Comme une maison s'assied après des années à pencher trop dans une direction. Un mois après l'audience, une lettre arrive chez nous. Manuscrite. L'écriture majuscule de Greg sur une feuille lignée. Pas d'adresse de retour, mais je reconnais l'écriture. Je l'ouvre à mon bureau. Il écrit qu'il est désolé. Il écrit que le mot désolé ne suffit pas. Il écrit qu'il ne me demande pas de revenir, ni de pardonner, ni de faire semblant. Il écrit qu'il essaie de comprendre comment il a laissé faire. Et il commence à voir des réponses qu'il n'aime pas. La lettre fait 2 pages. C'est le plus de mots que mon père m'ait adressé depuis mes 6 ans. Je la plie, la range dans le tiroir de mon bureau et le referme. Je ne la jette pas. Je ne réponds pas. Certaines lettres méritent d'être gardées. Toutes ne méritent pas une réponse. Le nouveau permis de conduire arrive un jeudi. Je le récupère au comptoir de la SAC, signe sur la tablette numérique et m'écarte pour le regarder sous les lumières fluorescentes. Nathalie Ruth Frenval, cheveux bruns, yeux noisettes, 1m68, donneuse d'organes. La photo est meilleure que mon ancienne. Quelque chose dans l'expression. Sur l'ancienne photo, j'avais l'air d'attendre la permission. Sur celle-ci, j'ai l'air de quelqu'un qui a cessé de demander. Je passe mon pouce sur le nom. Le plastique est lisse, le texte petit et officiel, le genre de lettrage qui dit « Voici qui vous êtes selon l'État du Québec ». Mais cela me semble plus grand que le Québec. Cela me semble le premier document honnête que j'ai jamais tenu. À la maison, Ruth demande à le voir. Je le lui tends. Elle le tient à bout de bras, ses lunettes à double foyer dans l'autre main, et lit chaque ligne. « Regarde ça, dit-elle. Tu as le nom de ton grand-père sur une bien meilleure photo que la mienne. Tu n'as pas de mauvaise photo, grand-maman. Si. 2019, j'ai éternué. Elle me rend le permis et je le glisse dans mon portefeuille. Le même emplacement où l'ancien était. L'emplacement où Nathalie Mercier a vécu pendant 2 ans et 3 mois. Il s'adapte de la même manière. Il pèse de la même manière. La différence est invisible pour les autres, mais je la ressens. Je ressens l'absence d'un nom qui ne m'a jamais semblé mien et la présence d'un nom qui l'est. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas cinématographique. C'est une carte en plastique dans un portefeuille en cuir que je sortirai à l'épicerie, au contrôle routier et à des moments si ordinaires qu'ils ne feront jamais une histoire. Et c'est exactement le but. Mon nom n'a plus besoin d'être une histoire. Il a juste besoin d'être le mien.
ce week-end-là, je nettoie ma chambre. Pas le genre de nettoyage où l'on fourre tout dans le placard et on dit que c'est fait. Le vrai genre où l'on tire les cartons de sous le lit et on décide ce qui reste et ce qui part. Je trouve le cahier au fond d'une pile, coincé entre un trophée de concours d'orthographe de 5e année et une boîte à chaussures pleine de cartes d'anniversaire de Ruth. Je m'assois par terre en tailleur et je l'ouvre. Page 1. Écriture ronde et soignée. Le genre qu'une enfant de 3e année utilise en essayant de bien faire chaque lettre. Papa a dit qu'il viendrait à mon récital de piano. 12 mars. Il n'est pas venu. Page 20. L'écriture est plus nette maintenant, penchée en avant, les lettres devenant plus grandes et plus serrées. Papa a annulé le voyage à la foire du comté. Urgence au travail. Page 36. Presque mon écriture actuelle. 200 € de frais de justice. J'ai besoin de 8 quarts de travail à la librairie. Page 44. La dernière entrée. Papa a annulé encore. Diane ne se sent pas bien. 47 promesses, 47 brisées, écrites à l'encre qui change de couleur sur 8 ans. Bleu, noir, violet, puis noir à nouveau parce que j'utilisais le stylo qui était à portée de main. Le cahier est froissé, taché de café, le dos fissuré à force d'être ouvert et fermé tant de fois. Je le ferme. Je n'arrache pas les pages. Je ne le brûle pas. Je ne le jette pas à la poubelle avec un discours sur le lâcher-prise. Je le mets dans une boîte en carton sous mon lit à côté d'un ours en peluche nommé Capitaine et de ma photo de classe de 5e année. Des choses d'une vie que j'ai dépassée mais que je n'ai pas abandonnée. Je n'ai plus besoin du cahier. Mais je le garde parce qu'il prouve que je n'inventais rien. Chaque promesse, chaque annulation, chaque report et chaque semaine folle, tout documenté dans une écriture d'enfant qui est lentement devenue celle d'une femme. La preuve que je lui ai donné toutes les chances. Je veux être honnête avec vous sur quelque chose. Je n'ai pas changé mon nom pour blesser mon père. Je l'ai changé parce que porter son nom me blessait. Chaque fois qu'un professeur appelait Nathalie Mercier à l'appel, j'entendais l'écho d'un homme qui disait qu'il serait de retour d'ici vendredi. Chaque fois que je signais mon nom sur un examen ou une demande d'emploi ou une carte d'anniversaire, j'écrivais la signature de quelqu'un qui a choisi de ne pas se présenter. Pendant 12 ans, j'ai cru que si j'étais assez bonne, des notes assez élevées, un comportement assez parfait, assez patiente, mon père reviendrait. Il verrait ce qu'il manquait et il me choisirait. Il ne l'a pas fait. Et je veux que vous entendiez clairement cette partie. C'était son échec, pas le mien. Un enfant ne devrait pas avoir à gagner la présence de son père. La présence n'est pas une récompense. C'est une responsabilité. Les 3 mots que j'ai écrits dans cette lettre n'étaient pas une vengeance. C'était un miroir. Et parfois un miroir est la seule chose qui puisse atteindre quelqu'un qui a passé des années à détourner le regard. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite entre mon père et moi. Peut-être qu'il continuera à consulter. Peut-être qu'il écrira d'autres lettres. Peut-être qu'un jour, dans des années, j'ouvrirai ce tiroir de bureau et j'y répondrai. Je ne sais pas. Mais je sais ceci. Quoi qu'il arrive, cela se passera selon mes conditions, avec mon nom, à mon propre rythme. Si vous portez un nom, une relation ou une attente qui ne vous semble pas la vôtre, vous avez le droit de le déposer. Non par haine, non par vengeance, mais par respect de soi. Parce que le respect de soi n'est pas quelque chose que quelqu'un vous donne. C'est quelque chose que l'on construit, une décision à la fois, jusqu'à ce qu'il supporte votre poids. Je m'appelle Nathalie Ruth Frenval et pour la première fois de ma vie, mon nom me ressemble. Nous sommes en octobre maintenant. Les frênes le long de la propriété de grand-maman Ruth ont viré alors. La lumière du porche projette un cercle chaud sur les planches. Des grillons. L'odeur de la fumée de bois d'une cheminée au bout de la route. Je suis assise dans la chaise berçante de gauche. Ruth est assise dans celle de droite. 2 tasses de camomille, la vapeur s'élevant dans l'air frais. Nous sommes assises ici depuis que j'étais assez petite pour tenir sur ses genoux. Et le rythme n'a pas changé. Se balancer en avant, se balancer en arrière. Laissez le silence parler. Tu sais ce que dirait ton grand-père en ce moment, demande Ruth. Quoi? Elle sourit. Le lent et profond sourire qu'elle garde pour les moments qui comptent vraiment. Il dirait, il était temps, bon sang. Je ris. Je ris vraiment.
Le genre de rire qui commence dans la poitrine et monte jusqu'à ce que tout votre corps y participe. Ruth se joint à moi, sa chaise berçante grince plus vite, son thé déborde du bord de la tasse. Nous rions jusqu'à ce que les grillons se taisent et que la lumière du porche vacille. Puis nous nous installons dans le silence aisé que seules deux personnes qui se font entièrement confiance peuvent partager. Je lève les yeux. Le ciel d'octobre est rempli d'étoiles, plus que vous n'en verrez jamais en ville. Quelque part derrière ces étoiles, Walter Frenval est là-haut. L'homme qui a bâti cette maison, qui a planté ces arbres, qui a donné son nom à une famille qui le porte avec fierté. Salut, grand-père Walter, dis-je au ciel. C'est agréable de te rencontrer enfin comme il se doit. Je suis Nathalie. Nathalie Frenval. Ruth tend la main et me serre la mienne. Sa paume est chaude de la tasse. Sa poigne est la même qui m'a gardé stable toute ma vie. Et voilà, dis-je, c'est mon histoire.